que nous avons défini, c'est le torseur dynamique, c'est ce que vous voyez ici, là, sur le slide. Et dans la résultante, c'est dynamique, on l'appelle D, et le moment dynamique, c'est par rapport à un point A, c'est écrit ici, c'est la définition d'un moment d'une quantité qui est là, c'est la même qui est ici. Et donc maintenant, les notions de moment d'une force, d'un vecteur quelconque, ça, on l'a fait en cours, on l'a fait en TD. Alors, on peut vérifier sans difficulté en utilisant la relation de Schall que le moment dynamique, il est obéit à la règle de transport, ce que nous avons fait. Donc, les quatre torseurs, cinématique, torseur cinétique, torseur des forces extérieures et torseur dynamique, on les a définis. Alors, ce que nous avons fait aussi, c'est que nous avons développé la résultante D et nous avons montré que, tout simplement, c'est la masse fois l'accélération du centre d'inertie G. Et de la même chose pour le torseur cinétique, la résultante P, nous l'avons déjà fait, quand on en fait l'intégrale, on trouve que c'est la masse fois la vitesse du centre d'inertie. Donc tout ça, on aura besoin de problème mécanique. On n'aurait pas à le démontrer, tout ce qui a été fait là, vous l'utilisez dans les problèmes mécaniques par la suite, soit cette année, soit les années qui vont suivre, 3e, 4e et 5e. Bien, alors je pense que nous avons fait toutes les relations nécessaires pour que vous puissiez suivre tranquillement les années après. Alors, ce que je disais, c'est que arrivé ici, j'avais le choix soit de faire un exemple de suite pour illustrer déjà ce que nous avons fait, soit d'attendre la fin du cours. Alors, j'espère que vous m'entendez. Oui, c'est bon, ça marche. Donc, je disais, soit de prendre un exemple pour illustrer tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, ou alors d'attendre la fin pour utiliser tous les théorèmes démontrés. Parce qu'il y a des choses que j'utilise, vous êtes d'accord avec moi, mais ce n'est pas tout à fait démontré, et que je ferai après l'exemple. Donc ici, effectivement, il y avait un théorème, je ne pensais pas l'aborder, mais il est là, quand ça porte sur le moment dynamique, c'est le théorème de Koenig, donc, qui est aussi ici. Alors le plus important dans ce théorème, c'est ce qui est ici en bleu. Ça, c'est la relation barbare, il n'y a rien d'extraordinaire, mais c'est surtout que cette relation en bleu, nous avons montré la même chose pour le moment cinétique, ça veut dire le moment cinétique on a un point G qui est le centre d'inertie et le même en R0 en RB. RB sur la référentielle par exemple. Et ce que je vous ai dit aussi, c'est qu'en général, pourquoi on fait ça? C'est parce qu'il est beaucoup plus simple de calculer soit le moment cinétique, soit le moment dynamique en G, au point G, centre d'inertie, dans le référentiel barycentrique, que dans un référentiel R0 fixe absolu. Donc, dans la mesure où c'est montré par des calculs rigoureux, mathématiques, qui ne sont pas compliqués, qui sont là sous vos yeux, dans ces cas-là, tout simplement, vous avez le droit, c'est la rigueur même, c'est rigoureux de calculer le moment cinétique, le moment dynamique dans le référentiel barycentrique, et on a dit que c'est égal à celui que vous pouvez calculer. Le calcul, si vous pouvez le faire, je l'ai fait aussi, dans un repère galiléen et absolu. Donc c'est la même chose, l'égalité elle est parfaite, il n'y a pas d'exception à l'égalité. Parce que le référentiel barycentrique, comme on le voit ici dans l'exemple qui est là, vous voyez, c'est celui qui est ici là, en jaune, les axes restent parallèles, et vous voyez bien que le référentiel barycentrique il est en translation, mais en translation avec une vitesse qui varie, donc il est en translation. Si R0 est galiléen, le RB ne l'est pas, mais pourtant on a cette relation-là. Et ça, c'est très utile pour faire tous les exercices. Le premier, c'est ce qu'on est en train de faire ici, par exemple. Quand on a commencé l'exercice, on a fait d'abord un bilan des forces, c'est ce qu'on a fait ici ensemble. Et nous avons utilisé tout ce que nous avons fait jusqu'à présent. Alors, le PFD, le principe fondamental de la dynamique, ça, on va l'énoncer plus tard de manière rigoureuse, mais bon, c'est évident, c'est que la masse, la somme des forces, c'est la dérivée de la quantité de mouvement total. La quantité de mouvement total, c'est la masse fois la vitesse du centre d'inertie. Donc, c'est la dérivée de la vitesse du centre d'inertie, c'est l'accélération. C'est ce que vous voyez ici. Donc, la masse fois l'accélération du centre d'inertie est égale à la somme des forces qui sont exercées sur votre solide. Le solide, c'est la bille au cylindre. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a une différence à la fin sur le moment d'inertie. Mais tout le traitement des problèmes,
voyez, ça se fait de la même façon, peu importe la forme bille ou boule ou cylindre. Le tout, c'est à la fin, il y a le moment d'inertie par rapport à l'axe de rotation ici que j'ai appelé delta qui passe par G moins K. Le moment d'inertie, ben, il n'est pas le même en fonction de la géométrie des masses. C'est ce qu'on avait dit la dernière fois. Donc, je vous donne cet exemple-là parce que c'est l'exemple typique que vous avez trouvé dans tous les livres. Alors, il n'est pas traité toujours de la même façon. Les notations changent. Je me suis rendu compte que dans le livre que je vous ai mentionné, il y a quelques notations qui changent. Faites attention. La composante tangentielle, moi je l'appelle FE, il ne l'appelle pas comme ça, il garde le R, T je crois, le T même. Et FE, il s'appelle dans le livre, si vous travaillez sur le livre, faites attention, le petit F, c'est le coefficient de frottement. Donc oui, il y a des différences. Moi, le coefficient de frottement, c'est mu, on l'a appelé mu, et on en a discuté pas mal, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Donc tout ça, je vous invite à le faire parce que c'est cet exercice-là, vous allez le reprendre dans le dernier TD, je ne sais pas où vous en êtes dans les TD, je n'ai pas réussi à contacter mon collègue Martinelli. Dernier TD parce que bon, il y avait 7, mais bon, ils sont un peu longs, donc je pense qu'ils les décomposent comme ils peuvent, les profs de TD. Et le dernier TD, vous allez aborder une roue comme ça, qui est sur un plan incliné, mais cette fois-ci, pas ce que je fais ici dans le cours, mais plutôt qui monte, plutôt qu'il roule sur un plan, il roule pour monter. Donc pour monter, il faut exercer un couple de force, ce que je vais vous définir dans un instant. Donc c'est exactement le même exercice, sauf que c'est dans l'autre sens. Donc il faut, pour que la roue tourne comme ça et monte, ben, il faut lui appliquer un couple de force pour la faire tourner dans ce sens-là, parce que ça va pas être, il ne va pas le faire toute seule, la roue. Donc il faut qu'il monte la roue, le cylindre, parce qu'on peut oublier ça, pas un cylindre. Et donc il faut exercer un couple de force pour que ça monte, pour que ça monte la pente qui existe. Donc voilà, donc c'est un exercice typique de mécanique du solide qui rassemble toutes les notions. Donc je préférais le faire à ce niveau-là et j'en ferai d'autres la semaine prochaine. J'espère qu'on va pouvoir faire court la semaine prochaine. Donc ici, alors j'insiste beaucoup parce que c'est typiquement de tous les exercices que vous allez faire cette année, l'année prochaine, l'année d'après. Il n'y a pas 40 choses, c'est du systématique même, je dirais. Il y a 3 principes, toujours les mêmes. Il y a le PFD, il y a ce qu'on a vu ici, si c'est un roulement sur glissement, il vous donne une condition qu'on a vue ici ensemble. Et la 3e chose, c'est le théorème du moment cinétique. Donc il y a toujours ces 3-là que vous avez utilisés. Pourquoi? Parce que ce que je vous ai dit lorsqu'on s'est séparés, c'est parce qu'en fait, quand on regarde les équations, 1, 2, 3, il y a 3 équations, il y a 3 inconnus, x, g, il y a f et il y a oméga. Donc, ça, je ne vais pas le faire, on l'a fait ensemble, on a fait le bilan. Vous pouvez réviser, si jamais il y a une faute de signe, vous me le dites. Le vecteur rotation, on l'a défini ici, je l'ai fait là. Et là, je voulais absolument faire cet exercice-là en cohérence, je dirais, avec tout ce qu'on a fait dans le cours. Donc, je définis un repère R0 qui est fixe, qui est repère galiléen, d'accord, et un repère référentiel barycentrique qui est lié au solide. Le centre, c'est G, c'est le centre d'inertie, et les axes, vous voyez, restent parallèles. Et prime, G', sont parallèles à IJ et K'. Donc voilà, on a vraiment l'application du cours, tout simplement. Donc cette relation qui est là, je vais vous l'énoncer de manière plus précise et plus rigoureuse dans un instant, mais bon, on l'a déjà exploité ici. Celle-là, il n'y a rien à faire. Je vous ai dit V de I égale à 0. Je vous l'ai montré de manière la plus simple possible. La dernière fois, je vous l'ai expliqué. Et souvent, dans les livres, y compris celui que je vous indique, ce n'est pas du tout expliqué parce qu'il faut du visuel pour le voir, ce qu'on a fait ensemble. Donc, on retrouve cette relation-là qui va toujours être là. Dès qu'il y a un roulement sans glissement, vous allez avoir cette relation-là qu'on a introduite ensemble à partir de là. Et qui est même intuitive.
en fait. Si vous regardez bien, ben, ça ne peut pas être autre chose que ça. Donc voilà la première relation qui vient du principe thermodynamique. La deuxième, qui, elle, nous relie toujours du principe thermodynamique, qui nous relie la réaction normale au plan incliné, au plan de contact qui s'exerce sur le solide. Ça, c'est quelque chose d'intéressant à garder, parce que c'est une information. Et la deuxième équation, pour résoudre l'équation, je dirais, du mouvement, c'est celle-là, qui vient du fait que nous avons un roulement sans glissement. Alors, je suppose que j'ai un roulement sans glissement, ce que je vous ai dit la dernière fois. Mais je vous ai montré aussi de manière visuelle que lorsque vous mettez un disque sur un plan incliné, si vous augmentez l'angle, à un moment, ça va glisser. D'accord? Alors, la mécanique, c'est très intéressant. Je me suis dit, bah, peut-être qu'il vaut mieux aller dans des choses pratiques. Je vais essayer de revenir un peu en arrière pour faire des choses pratiques. C'est pas pour, bon, d'abord, je continue avant de revenir aux aspects pratiques des choses, parce qu'en fait, toutes ces choses-là, elles sont très, très, très pratiques et vous pouvez faire des expériences. C'est dommage qu'il n'y a plus de TP, sinon on aurait pu faire des TP, mesurer tout ça, toutes ces quantités-là, ça se mesure et se rendre compte de la comparaison en confrontation, expérience, théorie. Parce que là, c'est des calculs, c'est bien, c'est rigoureux, c'est bien, mais qu'en est-il si on fait l'expérience? Donc, j'ai essayé de tout représenter ici. Voilà la deuxième équation, la première, la deuxième et la troisième. Alors, la troisième, c'est celle-là. Alors, le moment, c'est ce qu'on a montré, ça, on l'a démontré, c'est que le moment d'inertie du solide fois la dérivée du vecteur de la vitesse angulaire, de vitesse de rotation, oméga, on montre comme ça, c'est égal à la somme du moment des forces par rapport à l'axe. Et ça, on l'a montré. Je peux revenir en arrière, vous l'avez quelque part, je pense, sur ce cours-là ou l'autre, je ne sais plus. Voilà, c'est ça. Vous voyez, on part des moments du terrain de moment cinétique et je multiplie par U. Je fais ce petit calcul-là pour vous montrer que ce qui est ici. Voilà la démonstration. Alors ça, je ne l'ai pas montré, mais on l'a déjà je vais y revenir aujourd'hui ou la prochaine fois peut-être. Ça, c'est la dérivée du moment cinétique et la somme des moments des forces extérieures. On l'a fait l'année dernière. Je peux le faire cette année si vous voulez. Je vais y revenir plus tard. Bon, ici, je l'ai énoncé. Alors, ce que vous voyez bien ici, c'est que c'est le moment cinétique de point O, un point O de l'axe. Vous voyez bien que rigoureusement, si vous êtes rigoureux, ce qu'on a fait là, la rigueur, elle est là. Et donc, le solide, il tourne autour de l'axe, et le point O et l'axe, là, je suis dans un système, je suis dans un repère fixe ici. D'accord? Le O, il est fixe. Et j'ai ce théorème-là. Alors, quand je suis arrivé là, je vous ai dit, bah, je vais l'appliquer. Je suis où là-dedans? Voilà, je suis dans mon exemple. Vous voyez, là, jusque-là, c'est bon, rien à dire. Là, rien à dire. Là, je vous dis, bon, je l'applique à delta qui passe par G. Or, delta et G, vous voyez, dans ce repère-là, bah, il n'est pas fixe. Le O, il est là, le fixe. Donc là, il n'est pas fixe. Pourtant, ça marche. Ça marche et on l'a appliqué et ça marche. Alors, en fait, je vais vous montrer aujourd'hui, c'est que cette relation-là, elle marche pour tout point fixe O ou un autre point fixe A. C'est la dérivée du moment cinétique est égale à la somme des moments forces. Ça marche pour O, ça marche pour un point fixe, ça, on va voir ça plus tard. Et ça marche pour G, pour le centre d'inertie. Pour le centre d'inertie, même s'il n'est pas fixe, cette relation-là marche. Donc, en fait, c'est ce que j'ai appliqué ici. J'ai appliqué le théorème du moment cinétique par rapport à G et par rapport à un axe qui passe par G. D'accord? Donc, le théorème des moments cinétiques qui est là, je vais vous montrer ça aujourd'hui. Je reviens en arrière. Il est où le théorème cinétique? Ça, c'est par rapport à O. En fait, si je mets O, je mets G, je vais vous montrer ça aujourd'hui. La dérivée des moments cinétiques par rapport à G est égale à la somme des moments de force par rapport à G, même si G n'est pas fixe. Et ça, c'est valable uniquement pour G. Si G n'est pas fixe, si je travaille si je remplace O par G, cette relation, le théorème de moment cinétique reste valable. Et c'est ce qu'on va montrer aujourd'hui. Vous voyez ça, je ne vous l'ai pas dit la dernière fois. C'est pour ça que j'avais hésité à approfondre l'exemple avant de finir, ou à la fin, j'ai fini par dire, je vais quand même faire l'exemple en leur disant que pour le moment, vous admettez que la dérivée des moments cinétiques par rapport à un point G est égale à la somme des moments des forces en un point G, et nous avons cette relation valable pour G. Mais cette relation-là, c'est valable pour O, la démonstration est là.
Le théorème, il est pour un point fixe au haut, mais je vais vous montrer dans la suite du cours qu'il est valable aussi pour G, même si G n'est pas fixe. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui au prochain cours. Donc, c'est ce que j'ai fait dans l'exemple en vous disant, ben voilà, j'applique le théorème de l'optionnité, mais je ne me suis pas trop arrêté là-dessus, mais je l'applique au point, l'axe delta qui passe par G, c'est l'axe de rotation qui est ici. C'est celui-là qui est là, qui passe par G. Et G, ce n'est pas un point fixe, vous voyez, qu'il se déplace par rapport à ce que je raconte en cours. Donc, je l'applique au même parce que je sais, et je ne voulais pas attendre à la fin de tous les cours pour faire cet exemple-là. Donc, je dis, bah, je vais le faire et je vais leur faire la démonstration plus tard. Donc, en fait, je l'applique, le théorème de homocinétique, au point G et un axe qui passe par G. Et donc, je l'applique et je vous démontre plus tard que ce que j'applique, c'est rigoureux. Ce n'est pas une approximation, ce n'est pas juste. Donc, vous avez le droit de le faire toujours. Chaque fois que vous avez un solide, comme l'exemple qui est là, vous pouvez toujours appliquer le théorème de homocinétique au point G et donc calculer le moment des forces par rapport à un axe qui passe par le point G. Bien, alors voilà, donc on a les deux équations, il nous fallait la troisième. La troisième vient du théorème de moment cinétique, c'est ce que vous allez toujours appliquer. La démonstration viendra plus tard. Au moins l'énoncé, je vous vais l'énoncer et je vous le démontre, soit aujourd'hui, soit le prochain cours. Donc si j'applique le théorème de moment cinétique qui est là sous vos yeux, bah, je l'applique. Les moments des forces extérieures, bah, il n'y en a pas 40, vous les avez toutes les forces, c'est Rn, P et F. Alors, les moments des forces Rn et P, on a dit égal à 0. Et il y a quelqu'un d'entre vous qui m'a déjà posé la question, parce qu'effectivement, la distance entre qui passe par l'axe support de la force P égale à 0, en fait. Le moment de Rn égale à 0. Ça, je pense que vous avez fait le moment des forces, dans la mesure où la distance est nulle. Donc, le bras de levier est nul, donc le moment est nul. Le moment, c'est là parce qu'il passe par par G, pardon. Le moment où les forces passent par G, le moment il est nul. Toute force qui passe par le point, le moment par la force. Ça, vous l'avez vu. Donc la seule force dont le moment n'est pas nul, c'est celle-là. C'est ce qu'on a fait ici. Donc j'applique le théorème des moments cinétiques. Donc vous voyez là, il n'y a rien de compliqué. Égal au moment des forces. Donc au final, il me reste juste la force petit f, ici, que je note petit f, qui est notée T, qui est notée RT, qui est notée je ne sais pas quoi. Par rapport à G scalaire U, c'est parce qu'en fait, le moment par rapport à un axe, je multiplie par le vecteur unitaire, scalaire, vecteur unitaire. C'est la définition du moment par rapport à un axe d'une force. Parce que le moment par rapport à un point, ça on le sait, par rapport à un axe, on fait le produit scalaire. Bien, donc si on fait le calcul vectoriel, que vous savez faire maintenant très bien, parce qu'on a passé beaucoup de temps, on a fait beaucoup de choses l'année dernière, cette année, vous avez fait ça en maths, et le calcul vectoriel, il est très important, vous l'avez compris. Et par la suite, vous allez encore faire plus. Et cette année, si vous avez travaillé sur les livres, on a pratiquement tout fait. Il y a une chose que je n'ai pas osé faire, c'est les matrices d'inertie. Je me suis dit, peut-être que ça, c'est pas au programme de la deuxième année. Sinon, j'aurais dépassé le programme, mais c'est pas bon. C'est le programme de la troisième année. Et en fait, il ne manque qu'une chose pour avoir pratiquement tous les éléments pour traiter les problèmes de mécanique de solide, c'est définir les matrices inertie, alors que moi, j'ai défini le moment d'inertie par rapport à un axe. Donc, c'est la petite chose qui manque, que vous pouvez trouver dans les livres. Et après, on passe à autre chose. Mais pour ce cours-là, tout ce qui est au programme, c'est fait. Bien, alors cet exemple-là, je l'ai pris pour ces raisons que je viens de vous dire, parce que vous voyez bien qu'il y a le PFD, il y a le règlement de séquencement, et il y a le théorème du moment cinétique qu'on utilise. Donc, les trois notions sont présentes. Et quand on fait les trois équations, c'est ce qu'on a fait ici, bah après, bah c'est fini, en fait. Une fois que vous avez établi ça, ça et ça, bah, une fois que vous avez fait ça, bah, vous faites la résolution de vos trois équations, tout simplement. C'est ce qu'on a fait ici. Et alors, quel est l'intérêt de tout ça? C'est en fait l'accélération. Si je prends dans un glissement d'une bille, on voit que l'accélération, lorsque je considère les dimensions de la bille ou les dimensions du cylindre, l'accélération, ce n'est pas celle qu'on a fait l'année dernière, c'est pas celle des points matériels qui est G sinus alpha. L'accélération, c'est G sinus alpha, la vitesse, c'est G sinus alpha fois le temps, et la position xg, c'est 1,5 de G sinus alpha fois t carré, si je considère le point matériel. Et on voit que non, c'est l'accélération, il est multiplié par un facteur qui dépend du moment d'inertie. Autrement dit, la géométrie des masses, la répartition des masses dans l'espace. Et on voit que pour la bille, si vous faites la mesure, vous allez trouver ça. Et si vous faites pour cylindre, vous allez trouver autre chose. Donc, vous voyez que ce n'est pas la même chose.
voyez, ces choses-là, on pourrait faire des manips avec des cylindres, des billes et mesurer le temps, les accélérations, c'est des choses qui peuvent se faire. Je pense que vous avez tous des idées pour faire des manips comme ça. Et on peut vérifier est-ce que notre calcul est bon. Est-ce que toute cette approche-là, tout ce qu'on a dit là, heureusement, et bien sûr, vous allez trouver que ça l'est parce que ça a été déjà fait et parce que le raisonnement, vous voyez bien qu'il n'y a pas d'approximation. Dans tout ce qu'on a fait, il ne manque une. Donc, voilà. Donc, vous voyez bien ce que je veux vous dire, que le poids matériel, on avait trouvé ça. Et si c'était un poids matériel, bah, effectivement, on trouverait ceci aussi. Donc, mais dès qu'on n'est pas, parce que la vérité, c'est le poids matériel, la bille, c'est pas un poids matériel, il y a un volume, ben on trouverait quelque chose. Il faut corriger ce facteur. Donc, voilà le traitement complet du glissement d'une bille ou d'un cylindre. Alors, ce que je vous ai dit aussi, c'est qu'en fait, cette force de frottement petit f, qu'on appelle RT, cette force-là, bah, son expression, on la trouve. Et vous voyez bien aussi, l'expression de la force, ça va dépendre de la géométrie des masses, comme vous voyez ici. Et a priori, on ne la connaît pas. Il faut traiter le problème pour l'établir, la connaître. Mais voilà. C'est toujours, il faut faire le problème et résoudre pour trouver l'expression de la force de frottement qui est ici. Alors, qu'est-ce que je vais rajouter d'autre par rapport à ce qu'on a déjà fait? Donc, voilà les trois théorèmes, le principe fondamental, roulement sans glissement, cinétique, voilà, et les résultats pour les trois. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit? Donc, c'est les histoires de frottement. Donc, alors je reviens au cours qu'on a fait sur le frottement, et c'est là que je vous ai parlé d'une façon de faire expérimentalement. Alors, je vais voir le cours que nous avons fait sur le frottement. Est-ce que c'est ça? Bien. Alors, ici, par exemple, cette expression-là, je pousse ici. Comment je vais définir le coefficient de frottement? Alors, le coefficient de frottement, c'est ce coefficient, alors mu ou f, ou je ne sais pas, il est appelé noté différemment. Ça correspond à, si je prends exemple, j'ai une masse sur une surface de la même matière, disons acier sur acier, ou quelque chose, caoutchouc, je sais pas, importe, parce que ce facteur mu est donné pour le type de surface que vous voyez ici. Sa valeur, on l'a mesurée. Alors, comment il est défini? Ben, c'est ce qui est marqué dans ce slide-là, je pense. Donc, en fait, c'est quand est-ce que j'aurai le facteur mu? Ça correspond, j'ai une réaction tangentielle. C'est lorsque je vais commencer à mettre en mouvement mon solide qui est là. En fait, je pousse, à un moment, ça ne bouge plus. Et dès que je dépasse un certain seuil, je vais dépasser cette force tangentielle. Dans ce cas-là, ça va commencer à bouger. Et donc, le coefficient de frottement, c'est égal à la réaction tangentielle par la réaction normale. Et la réaction tangentielle qui est elle, qui correspond, alors je l'ai marqué quelque part, je pense, à équilibre à la limite de la rupture. En fait, c'est la même chose ici, hein, c'est lorsque je commence à me déplacer, c'est lorsque je romps l'équilibre. Là, il y a un équilibre et là, ça commence à bouger. Alors, comment je vais le faire expérimentalement? Si je veux le faire pour vraiment le mesurer. Ma force, je la connais et je mesure tout ça. Donc, dès que ça bouge, vous voyez bien que quand ça commence à bouger, si je garde une vitesse constante, dans ce cas-là, la somme des forces est égale à 0. Donc, votre force, si je bouge et je garde la vitesse constante, dans ce cas-là, la force que j'exerce, c'est exactement celle qui est RT, parce que la somme des forces est égale à 0, l'accélération est égale à 0. Donc, la vitesse constante, la dérivée de la vitesse est égale à 0, l'accélération nulle. Et dans ce cas-là, j'ai RT. Alors, Rn, c'est facile parce que c'est le poids de ce qui est là. Donc, je peux très bien faire une mesure simple pour trouver mon mu. Donc, trouver mu, aux erreurs expérimentales près, ce n'est pas quelque chose de difficile à faire. Donc, une manip simple, comme celle que je vous décris là, peut suffire pour trouver ce coefficient de frottement. D'accord? Donc, le coefficient de frottement, ça traduit la composante tangentielle maximale, la force qu'il faut exercer, et donc compenser la composante maximale ici pour rompre l'équilibre. C'est ce qui est marqué quelque part sur ce slide-là, ou l'autre. D'accord? Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle la loi de Coulomb. Et là encore, sur ce phénomène-là de frottement, on peut encore aller plus loin. C'est-à-dire, en fait, là, vous voyez, je travaille à une dimension, on peut le faire dans les deux dimensions, au moins, voire trois. Et donc, il y a moyen d'aller un peu plus loin sur ces notions-là, sur ce loi de Coulomb. Mais bon, ce n'est pas au programme, donc je m'arrête
à ce qui est ici sur ce slide. Et on peut aussi aller un peu plus loin dans les phénomènes microscopiques, discuter un peu plus de ces aspects-là. Mais bon, l'idée, vous l'avez. Je vous ai parlé aussi de ce que vous ressentez lorsque vous poussez une masse très très lourde. Vous sentez que la mettre en mouvement, ça nécessite plus de force. Et une fois qu'elle est en mouvement, vous avez l'impression que vous exercez moins de force pour la bouger. Et cette impression-là, elle est réelle. Et c'est ce qui traduit par deux coefficients de frottement. Un qu'on appelle statique, c'est celui qui met en mouvement le solide, et l'autre dynamique, qu'on appelle C. Et en général, le statique, le coefficient de frottement statique est supérieur à μc. Il y avait une faute de frappe ici qu'il faut corriger. Et ce qui est donné ici, c'est le statique. Et dans les problèmes mécaniques que vous allez faire, compliqués, s'il faut, dans les années qui suivent, on distingue les deux. En deuxième année d'université, peu importe, on ne distingue pas, parce qu'ils sont légèrement différents, et on dit qu'on se pose mu S égale à mu C égale à mu, point. D'accord. Bon, ça, je vais donner juste pour, si jamais vous en avez besoin. Alors ça, c'est très important, ce qu'on a discuté ici, on va y revenir souvent. Le fait que la vitesse est nulle, donc le travail est nul de la force de frottement lorsqu'il y a roulement sans glissement. Ça, c'est important. Voilà, alors ça, c'est ce qu'on a discuté. Vous voyez bien que lorsqu'on a fait l'année dernière, le fameux G sinus alpha, et qu'on corrige maintenant par autre chose. Donc ça, je reviens à mon cours d'aujourd'hui. Alors pourquoi je raconte tout ça? Parce que je vais maintenant, je suis posé ici, que, pour faire mon problème, jusque-là, que j'ai un roulement sans glissement. En fait, je ne l'ai pas toujours, ce roulement sans glissement. Et donc, quelle est la condition pour avoir un roulement sans glissement? Je regarde mes équations et je vais essayer de trouver la condition. Bien, donc, je vois là mes trois équations. J'ai trouvé l'accélération, tout va bien. Il va falloir maintenant faire des expériences pour voir est-ce que mon raisonnement est correct ou pas. Et allons-y pour le roulement sans glissement. Bien, alors, pour qu'il y ait roulement sans glissement, il ne faut pas qu'il y ait de glissement, je dirais. Donc, il faut que la composante tangentielle divisée par la composante normale, il faut qu'elle soit inférieure à ce coefficient de frottement mu qui, lui, correspond à ce que je viens de vous dire, à la rupture d'équilibre. Voilà, c'est ça. Donc, pour qu'il y ait roulement sans glissement, il faut que la tangentielle sur Rn soit inférieure ou égale à mu. Donc, alors, allons-y. F, on l'a calculé. Non, il est là. Rn, on l'avait aussi trouvé par le PFD. Rn, c'est mg cosinus alpha. Donc, je remplace F par ce que nous avons trouvé. Et je remplace Rn par mg sinus alpha. Et je fais la division, je trouve que c'est tangente alpha. Alors, alpha, c'est quoi? Alpha, c'est cet angle. C'est alpha, ça. D'accord? Donc, c'est l'angle qui est là, en fait. Donc, quand est-ce que j'ai roulement sans glissement? La condition, elle est claire. Je traduis ça, ça me dit que tangente alpha, vous voyez, fois cette quantité qui est là, que nous avons calculée, doit être inférieure au coefficient de frottement. Et donc, tangente alpha doit être inférieure à cette quantité qui est là. Vous voyez que pour avoir roulement sans glissement, tangente alpha doit être inférieure à mu, mais pas uniquement mu, mais mu, parce que qui multiplie quelque chose qui va dépendre de la répartition des masses, de la géométrie des masses. Et donc, vous allez avoir roulement sans glissement tant que votre alpha est inférieur à un angle tel que sa tangente est inférieure. D'accord? Et donc, vous voyez bien qu'on n'aura pas la même chose pour une bille ou un cylindre. Donc, pour une bille, on a le moment d'inertie que nous avons calculé ensemble qui est là. Pour un cylindre, c'est ceci. Et tangente alpha, le alpha même, n'est pas le même en fonction de la bille au cylindre. Pour avoir un glissement, roulement sans glissement, pour avoir du glissement. Pour avoir un roulement sans glissement. Et pour éviter le glissement. Donc, si on veut avoir un roulement sans glissement, il faut absolument que alpha reste inférieur à cette valeur-là, une valeur qu'on peut calculer. Et là encore, pareil, je peux vous donner mu et on peut vérifier ça, c'est pas compliqué. En fait. Ça peut être même visuel. Donc voilà, vous avez en fait cet exercice-là, ça nous a permis de mettre en pratique, illustrer les lois que nous avons discutées ensemble et des conditions sur le
le fait, ce qui est lancé au début comme étant acquis, ben non, il n'est pas acquis, il faut une condition. Et cette condition peut être vérifiée et on peut faire un TP. Alors maintenant, nous avons fait le PFD, règlement sans glissement, qui est rendez-vous cinétique, dont je vais parler plus tard. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Donc, qu'est-ce qu'on a fait comme cours? On n'a fait pas que ça, on a fait beaucoup de choses. On a fait ça aussi, d'accord? On a fait aussi l'énergie cinétique, d'accord? Donc, allons-y, bon, on va essayer de faire le même problème cette fois-ci en faisant cette approche énergie. On va mettre en valeur, on va mettre en pratique ces notions d'énergie cinétique, énergie de translation, de rotation et toutes ces choses. Bien, alors normalement, on peut s'arrêter là. Le problème, il est fait, il n'y a rien à faire d'autre, je dirais. Mais bon, quelqu'un d'autre peut dire, mais moi, c'est ce que j'ai fait là. Alors, il y a des fautes de frappe par rapport à ce que vous avez sous les yeux, parce que je fais un copier-coller, je crois, et là, alors, d'abord, là, j'ai fait le PFD, roulement sans glissement et théorie énergétique. Maintenant, je vais faire une autre approche, c'est l'approche énergétique. En fait, je vais utiliser l'énergie cinétique, l'énergie potentielle, et je vais voir est-ce que je vais pouvoir traiter mon problème en faisant l'approche énergétique. Est-ce que j'aurai la même chose? Est-ce que c'est quelque chose qui est intéressant à faire? Alors, allons-y pour l'approche énergétique. Vous voyez, le problème est le même. Je n'ai rien changé par rapport à ce que je vous ai dit la dernière fois. Bien. Alors, l'énergie cinétique de translation, c'est ce qu'on a vu, c'est 1 demi de M, si je prends un solide, la bille ou le cylindre, c'est 1 demi de la masse fois la vitesse du centre d'inertie au carré. L'énergie cinétique de rotation, c'est là qu'il faut corriger. Là, j'ai fait un copier-coller de la translation. C'est l'énergie cinétique de rotation, je l'ai noté, c'est 1 demi de moment d'inertie fois vitesse angulaire au carré, vitesse de rotation au carré. L'énergie potentielle, bah, je vais prendre l'origine de l'énergie potentielle au sol nul. Et donc, si je suis là au départ, avant de lâcher ma bille au cylindre, le maximum c'est MGH, à t égale 0. Mais à t différent de 0, si je suis là, bah, j'ai une hauteur qui n'est pas H, mais H moins cette quantité qui est ici, qui est tout simplement XG sinus alpha. Donc, en fait, l'énergie potentielle, c'est MGH moins oui, alors, oui, là, il y a une faute de frappe encore. Donc, c'est MGH moins MGXG sinus alpha. D'accord. Alors, sinus alpha, donc, c'est XG sinus alpha. On est bien, ça, c'est alpha ici. Donc, c'est MGH moins MG. En fait, c'est H. Alors, oui. Oui. Alors là, le H, vous voyez, il y a une faute de frappe. C'est MG au lieu d'avoir H, mais cette hauteur-là, il fait H moins MG. Donc, on fait que le H est à l'intérieur. Le H qui est là, vous le mettez ici. D'accord? Et j'efface là. Il y a une faute de frappe. C'est pas MGH, c'est tout, mais maintenant c'est MG. Je suis là, donc c'est la hauteur H moins XG sinus alpha. Il y a une faute de frappe ici, vous corrigez. Donc voilà le bilan énergétique, cinétique, rotation, énergie potentielle. Alors, si je fais le bilan énergétique, donc j'ai toutes les énergies en corrigeant les fautes de frappe. Roulement sur glissement, voilà. Alors, maintenant que j'ai toutes les trois énergies, si je fais l'énergie cinétique, qui est la somme de translation potentielle plus potentielle, on appelle ça l'énergie mécanique. Alors, la force de frottement qui est là, son travail égale à 0, il ne travaille pas. Donc, en fait, dans la mesure où je n'ai pas de perte d'énergie, j'ai conservation d'énergie mécanique, le principe de conservation mécanique. Donc, la conservation d'énergie mécanique, dans la mesure où le travail de la force de frottement égale à 0, donc je n'ai pas de perte, ce roulement-là, roulement sans glissement. Si j'avais des glissements, ce n'est pas vrai. On est bien d'accord. Donc, l'énergie cinétique de translation, de rotation, plus le potentiel égale à constante, égale à MGH. Parce que lorsque je suis à la hauteur maximale, ici, ben, la vitesse est nulle. Donc, j'ai ni rotation ni translation. Bien, alors qu'est-ce que je fais là? Ben, tout simplement, je regarde ma petite équation qui est là, et il me reste ceci. En
fait, le MGH qui est là, et je l'ai ici, donc il me reste que ce que j'ai écrit là. La vitesse, c'est tout simplement x point g au carré. 1 demi de, je remplace, il me reste ceci. Alors, je dérive par rapport au temps. Ça, c'est une constante, je dérive par rapport au temps, c'est égal à 0 aussi. Donc, si on dérive par rapport au temps, je ne fais rien, je dérive ça par rapport au temps, je dérive ceci par rapport au temps, c'est ce qui est là. Donc, le 1 demi, il s'en va, le 1 demi, il s'en va. Et je dérive ça par rapport au temps. D'accord. Sinus alpha, bah, alpha, il est fixe, donc là, ça reste, c'est un facteur constant. Donc, ce qui est dérivé, c'est juste xg, x point g. Donc, en dérivant par rapport au temps, cette équation qui est là, bah, ça me donne ceci. Et là, j'ai deux choses qui varient. J'ai le xg, la vitesse angulaire. Mais bon, sauf que j'ai une relation entre les deux, entre la vitesse angulaire et la vitesse du centre d'inertie g. Donc, je vais pouvoir utiliser gx.g égale r fois oméga et gx2.g égale r fois oméga. D'accord. Donc, je remplace oméga par x point sur r et je remplace oméga point par x2 point sur g. Donc, c'est ce que je fais ici, là. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur, je pense. Et donc, voilà, l'équation devient ce qui est sous vos yeux ici. Alors, je simplifie parce qu'il est simplifié. Donc, je mets m en facteur. X point g, ben, je l'ai mis en facteur aussi. Donc, il me reste x2 point g plus e delta, donc m en facteur. Donc, je la retrouve ici. X point g qui est en facteur partout. Donc, il me reste juste le x2.g, x2.g ici, et là, il est en facteur ici. Moins g sinus alpha, m divisé par... Voilà. Donc, tout ce que je fais ici, je divise par m et x.g. Et donc, je trouve ça. Et donc, vous voyez, en partant de l'approche énergétique, bah, je trouve l'équation différentielle qui est x2.g, voilà. x2.g en facteur de 1 plus i delta sur m carré est égal à g sinus alpha. Donc x2.g égale à g sinus alpha qui est multiplié par l'inverse de ce qui est x.g facteur de 1 plus 1. Donc en fait, je trouve la même chose. À partir de là, je trouve ça, la même relation que j'ai trouvée en faisant les trois équations PFD, roulement sans glissement et théorème cinétique. J'ai fait les trois équations. Et si je fais l'approche énergétique que je fais devant vos yeux ici, bah, je trouve la même équation. Peu importe l'approche qu'on suit. Donc voilà un exemple qui m'avait l'air assez intéressant à faire et où on peut mettre en pratique toutes les notions que nous avons vues jusqu'à présent, presque. Alors, ce que je n'ai pas fait ici, je l'ai traité de manière simple, c'est-à-dire que je ne l'ai pas traité en considérant les torseurs. Et ce que je ferai le prochain cours. Le prochain cours, je ne prends pas cet exemple-là. Je prends un autre dans lequel je vais traiter les choses par les torseurs. Pas de manière comme je l'ai fait aujourd'hui. Oui, qu'est-ce qu'il dit? Oui, ils sont valables dans tous les cas. Théo qui pose la question. D'accord. Alors, il est valable dans tous les cas. Par exemple, le potentiel, j'ai pris l'origine du potentiel là où je veux. Vous pouvez la changer d'origine, mais ça ne change rien du tout. Parce que quand on dérive, la constante qui est l'origine du potentiel, la dérivée d'une constante égale à 0. Donc, vous pouvez faire les choses un peu différemment, mais ce qui est important, c'est que l'équation à laquelle vous allez arriver au final, celle-là doit être la même. Vous pouvez changer des choses. L'origine du potentiel, j'aurais pu la prendre ici, par exemple, ou à une distance qui est l'arrêt d'oreille. Je ne sais pas, je peux faire n'importe quoi, mais ça n'aurait rien changé au résultat final qui est celui-là. Donc voilà pour cet exemple-là. Alors, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque ce que je vous ai déjà dit, c'est qu'il faut que je vous démontre ça, que c'est valable toujours lorsque, par rapport à G, donc par rapport à un axe qui passe par G, ça, il va falloir que c'est valable, on le sait que par rapport à un point O, c'est toujours valable, théorème cinétique, mais il faut que je vous montre que c'est valable par rapport à G, même si G n'est pas fixe. C'est ce qu'on a fait ici. Mais bon, c'est valable, vous pouvez me croire, et dans tous les livres, vous allez faire ça après le cours, je pense que vous allez regarder, vous allez trouver que c'est valable et qu'il n'y a aucune approximation dans ce qu'on vient de dire. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à faire le début du TD numéro dernier. Théo, vous en êtes où dans le TD? Vous me répondre, Théo? Qu'est-ce que vous faites en ce moment?
parce que c'est lui qui m'écrit là, pose des questions. Vous avez presque fourni TD6, c'est très bien. TD6 qui est un moment cinétique. Donc TD7 qui va être la roue qui va remonter cette fois-ci. Et pour qu'elle remonte, il faut lui appliquer une force, merci Théo, qui va pouvoir la faire tourner et monter. Là, ça descend, c'est facile, c'est tout seul, mais pour la monter, vous allez faire exactement le même problème, sauf que vous allez rajouter un couple de force qui va faire tourner la roue pour la faire monter. Vous voyez, tout ce qu'on a fait là, va être la même chose, sauf qu'on va rajouter quelque chose d'autre, qui est le couple de force, pour faire tourner la roue dans le bon sens. Alors, pour cet exercice-là, ce type d'exercice, on peut trouver plusieurs pour un peu travailler ces notions de force de frottement, de roulement, de glissement. Je vais essayer d'en faire quelques-uns la semaine prochaine. Donc, c'est des exercices typiques pour mettre en pratique les notions de mécanique de solide. Et je l'ai fait, comme vous avez vu cette fois-ci. J'ai utilisé un peu quand même les notions de torseur ici, pas beaucoup, mais je vais le faire un peu plus la semaine prochaine. Donc, c'est l'exercice typique que vous pouvez trouver dans tous les livres presque. Alors, traiter différemment ou pas traiter du tout, ça dépend des livres. Donc, voilà pour cet exercice qui m'a semblé intéressant à faire avant de finir, parce que sinon, on serait parti dans des démonstrations. Et je pensais que c'était intéressant de... Alors, l'avant-dernier cours, TD7, cours numéro 7, et le cours numéro 8, je vais vous l'envoyer pendant ce week-end. C'est là-dedans que je vais mettre quelques exemples si je regarde les cours maintenant, le 6, il est là. Le numéro 7, c'est le principe fondamental de la dynamique. En fait, on a déjà utilisé. Le théorème d'énergie cinétique qu'on a déjà utilisé dans l'exemple, si vous regardez. Sauf qu'ici, on va l'énoncer. On va le démontrer s'il faut. Et après, le cours prochain, je vais essayer de travailler ces principes-là, mais cette fois-ci en utilisant la notion de torseur. Donc, je vais essayer de choisir quelques exemples pour mettre en pratique tous ces cours. Et à Newton, donc je vous ai déjà parlé de son travail. Là, j'ai mis un texte extrait de son livre qu'on trouve sur des différentes encyclopédies ou sur le site internet. Ok, donc c'est la loi de gravitation qui est énoncée là. C'est juste pour un aspect historique, pour situer un peu les grandes découvertes. Alors ici, je voulais revenir sur cette notion de force extérieure, de force intérieure. Alors, je pense que c'est quelque chose qu'on a vu l'année dernière, mais c'est pas grave, on va la revoir cette année. Alors voilà, je prends un système S qui est composé, je fais un cercle ici, composé de plusieurs points. Alors bon, je mets des points pour simplifier l'approche, je dirais, mais on peut très bien prendre un solide avec des complets, et je peux considérer en chaque point M une masse dm. Donc je prends un système composé de points matériels pour simplifier le raisonnement, mais je peux l'étendre au solide. Chaque élément ici, ça va être un élément D de V de masse D de M. C'est la même chose. Donc, il y a des forces, j'ai un système, tout ce qui est interaction entre les éléments du système, c'est des forces intérieures. Le point matériel I interagit sur J, J interagit sur I, donc, selon les lois de la gravitation. Et après, j'ai mon système tout entier qui va subir des forces extérieures. Et donc, on distingue les forces intérieures, comme il est marqué ici, qui sont exercées par des objets intérieurs au système, et les forces extérieures qui sont exercées par des objets extérieurs au système. Alors, le principe d'action et de la réaction qu'on a vu l'année dernière, je crois que ce slide, je l'ai pris l'année dernière, c'est que la somme des forces intérieures, parce que le principe d'action et de réaction est égal à 0. Le moment de ces forces intérieures, là, par exemple, si je prends ça 1, ça c'est 2, j'appelle ça l'action de I sur J de 1 sur 2, de J sur I. Je prends deux points 1 et 2, M1, M2. Le moment des forces intérieures, c'est toujours nul. Pourquoi ? Tout simplement,
lorsque... Oui, qu'est-ce qu'il dit? Oui, alors si vous n'avez pas screen TD6, c'est bien. TD7, à mon avis, vous en aurez probablement, il est un peu long aussi. J'espère que vous allez le finir. Il vous reste un TD ou deux. Il reste combien de TD pour finir? Vous avez 10 TD au total. Alors, ce que je regrette, je vais vous le dire tout de suite, mais j'aurais aimé avoir plus de séances TD pour faire des TD, ce qu'on appelle redondants. Ça veut dire, en fait, je fais un TD et je fais un autre qui lui ressemble, comme ça, vous pouvez vous-même le faire sans avoir besoin du prof de TD. Ça veut dire que Charlotte, qu'est-ce qu'il dit? Deux normalement, donc c'est bon. Il vous reste deux, ça, vous pouvez le faire tranquillement. Donc, ce que j'aurais aimé, c'est avoir plus de notions de TD pour faire des exercices qui se ressemblent, et redondants, pour que vous puissiez vous-même vous familiariser avec cette solution-là. C'est-à-dire que d'un TD à l'autre, il ne faut pas qu'on change trop. Donc là, j'espère avoir plus de séances l'année prochaine. Bah pour vous, on ne peut rien faire cette année. On est en train de défendre avec vous. Je pense que vous aussi, vous défendez ce que j'ai appris. Avoir plus de TD pour que vous puissiez refaire des choses qui se ressemblent et avoir le temps de faire vous-même le TD sans avoir besoin toujours de l'assistance du prof. Parce que jusqu'à présent, chaque TD est nouveau par rapport à celui au précédent. Donc voilà, l'objectif des années, si on y arrive, c'est de faire de la redondance en fait. Parce que la répétition, c'est pas mauvais pour l'apprentissage. J'espère pouvoir un peu plus d'heures. Par exemple, l'exercice là qu'on vient de faire, vous allez le faire en TD7, j'aurais aimé aller un peu plus TD8 et faire encore une étape en avant. En changeant, chaque fois, rajouter un petit élément que vous pouvez faire vous-même sans avoir besoin pendant toute la... Et ce qu'on aimerait faire, c'est qu'il n'y ait pas chaque TD et soit nouveau pour vous. Il y a un TD qui ne va pas se répéter le même, il y aura des changements, mais pas trop. Mais bon, si on fait ça, c'est parce que vraiment on n'a pas beaucoup de séances TD, mais on espère qu'on va y arriver. Oui, la semaine prochaine, je vais essayer de vous en donner. Je vais vous en donner aussi. Oui, si vous avez la semaine prochaine, je vous donnerai dans le TD numéro 8. Je vais vous mettre dans le cours numéro 8, je vais vous mettre quelques exemples. Oui, alors l'examen, c'est le 15. Normalement, c'est prévu le 15, mais on ne sait pas. Vous avez reçu un email que j'ai reçu moi aussi hier. 15 avril, le 15 avril, c'est jeudi, c'est ça? Alors, est-ce qu'il va avoir lieu ou pas? J'en sais rien. Est-ce qu'il va avoir lieu en présentiel, en distanciel? J'en sais rien. On ne sait pas encore. Normalement, c'était prévu pour le 15. J'avais posé la question. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question la semaine dernière. Et j'avais dit que je me suis renseigné. La semaine dernière, quand j'ai posé la question à Mme Maria Sénéchal, la réponse était le 15 et en présentiel. Maintenant, je ne sais pas. Oui, d'accord. Ok, on peut voir ça. Oui, d'accord. Je vais vous faire ça pour ce week-end. Si vous voulez avoir des vidéos pour ce week-end, je vous envoie ça. D'accord, ok, je vous envoie l'exercice pour ce week-end. Mais bon, ça va être l'exercice du même genre que TD, mais je vais trouver un exercice. Donc, revenons au cours. Donc, je parlais de force intérieure et de force extérieure. Et donc, le moment des forces intérieures, de toute façon, en raison du principe d'action et de la réaction, si je calcule le moment, alors le moment, vous savez ce que c'est le point, par rapport au point O, le point d'action de la force 1, c'est M1, 2, c'est M2. Donc, le moment par rapport au point O, c'est OM1 vectoriel à la force. D'accord. C'est l'action de la force sur le 1, c'est cette force-là qui va agir sur le 1, donc la force du 2 sur 1. Ça c'est 2, ça c'est 1. Et la même chose pour le point M2, il va subir la force de 1, le point M2, celui-là, il va subir l'action de cette masse qui est là, qui va attirer vers lui. Et donc, si j'écris la définition du moment d'une force, que vous savez très bien faire maintenant, c'est la définition du moment d'une force. Alors, principe d'action-réaction, ça veut dire que la force F2 sur 1 est égale à moins F de 1 sur 2. Donc, on va remplacer F de 2 sur 1, je la
en place de moins de f de 1 sur 2, donc je mets un moins, il me reste moins OM1, donc moins OM1, vectoriel f1 sur 2, plus OM2, vectoriel f1 sur 2. OM2 moins OM1, c'est M1, M2. Or, M1, M2 est collinéaire avec la force F. Donc, en fait, deux vecteurs collinéaires pour des vectoriels est nul. Donc, on voit que le moment des forces intérieures est nul. Et alors, la dernière phrase qui est exprimée comme ce que vous pouvez lire ici, il veut dire que ainsi, la loi de continuité du mouvement et la loi du mouvement cinétique. Qu'est-ce que la loi du mouvement cinétique? C'est la dérivée du mouvement cinétique par rapport au temps égale à la somme des moments de force. Et vous voyez bien que les moments des forces intérieures égale à 0. Donc, en fait, il nous reste un moment des forces extérieures. Donc, le mouvement cinétique, il contient cette loi de principe d'action réciproque. Parce que c'est la somme des moments des forces. Et pourquoi on dit que c'est la somme des moments extérieurs? Parce que les moments des forces intérieures égale à 0. Donc, voilà, rappel. Le moment des forces intérieures est égal à 0. Et donc, on va s'intéresser dans le théorème cinétique et autres théorèmes au moment des forces extérieures. Alors, TD numéro 7. TD numéro 7, c'est exactement ce que je viens de faire, ce que je vous ai raconté. On a passé un peu de temps, mais je pense que ça nous a permis de... TD numéro 7... Je ne vais pas l'afficher TD numéro 7, mais... Je vous ai dit que moi, je traitais le roulement sans glissement d'un cylindre ou d'une bille. Si vous allez faire TD 7, ça va monter la roue. Donc, pour que ça monte, il faut glisser un couple de force. Et donc, un couple de force, pour que ça tourne, bah, ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être... Voilà, donc je vais exercer un couple de force pour faire tourner la roue. Alors là, voilà, pour tourner la roue. Donc, un couple de force, bah, c'est deux forces F1, F2, deux modules exactement le même, mais de sens opposés. F2 égale moins F1, c'est ce qu'on appelle un couple de force. Donc, je l'exerce sur un volant de voiture, sur une roue, sur un cylindre, peu importe. En général, pour rouler, vous l'exercez sur une roue de voiture. On exerce un couple de force pour que la roue tourne et pour que la voiture avance. Donc, si je calcule tout simplement, comme vous avez appris, le moment de la force F1 par rapport au point O qui est là, je mets un point O ici, le centre de mon repère, par exemple, c'est ici le point fixe qui est là. MO égale à OM1 vectoriel F1. OK. OM1 vectoriel, alors qu'est-ce que je fais là? F1, j'ai mis M2. Non. Vous voyez, ça c'est M1, excusez-moi. Donc ça c'est M1. Et ça c'est M2. Voilà, des petits fautes de frappe. Donc c'est OM1 vectoriel F1 plus OM2 vectoriel F2, sauf que F2 égale à moins F1. Vous voyez. Alors ici, vous voyez que la somme des forces égale à 0, et pourtant ça tourne. Donc il n'y a pas d'équilibre, parce qu'on avait dit que pour qu'il y ait condition d'équilibre, il faut que la somme des forces égale à 0 et la somme des moments soit égale à 0. Donc dans notre cas, nous, il n'y a pas, ça tourne parce que la somme des moments n'est pas nulle. Et donc si je calcule la somme des moments de ces deux forces-là, de ce couple de forces, je le fais comme vous savez le faire, c'est OM1 vectoriel F1 plus OM2 vectoriel F2, sauf que F2 égale à moins F1, c'est ce que je remplace ici, F2 par moins F1, donc j'ai moins OM2 vectoriel F1. Donc c'est OM1 moins M2. Et OM1 moins M2, c'est ni plus ni moins que M2, M1. Donc, vous voyez, peu importe le O, vous le prenez par rapport au point O, je l'ai pris là, mais je vais le prendre ailleurs. Au final, le moment du couple, c'est tout simplement M2, M1 vectoriel F1. D'accord. Oui, question. Mon partage ne marche pas. Okay. Est-ce que c'est bon là maintenant? Oui, Nada, c'est excellent. Lucien aussi. Ok, merci. Donc voilà ce que je disais. Si je calcule le moment du couple de force, que j'appelle MO du couple, je calcule le moment de la force F1, qui agit au point M1, la force F2 au point M2. J'écris les expressions que vous connaissez maintenant, à force de les faire et de les refaire. Je remplace F2 par moins F1 et je trouve c'est OM1 moins OM2 vectoriel F1.
parce que je vais remplacer F2 par moins F1, donc le moins il est là, devant OM2. Et OM1 moins OM2, c'est tout simplement, moins OM2 c'est M2O, M2O plus OM1, en relation de Charles, c'est M2M1. Donc le moment du couple de force que vous voyez sous vos yeux, c'est égal à M2M1 vectoriel F1. Donc pour que je fasse tourner ma roue, ben, il faut que j'exerce un couple de force dont le moment est celui-là. Alors dans le TD numéro 7, on va vous dire, je crois, on va vous dire que pour faire tourner la roue qui va monter le plan incliné, on exerce un couple de force, en général dans les livres et non dans le TD numéro 7, on le note comme ça. Gamma majuscule. La lettre gamma majuscule. Alors on ne va pas vous dire ça, on va dire gamma, je ne sais pas, moi, il vaut. Vous voyez, le moment d'un couple, c'est un vecteur. Donc c'est M1, M2 vectoriel F, donc c'est ça. Et si je fais le produit vectoriel de M1, M2 vectoriel F, si je tourne comme ça, il est vers vous. Donc c'est ce que j'ai mis ici. C'est un vecteur. Donc c'est une quantité, la norme, fois un vecteur U. D'accord. Vecteur U, c'est le vecteur unitaire qui est vers vous, par exemple. Donc, ce qu'on va vous dire dans le TD numéro 7, c'est que j'exerce un couple de force que je note comme ça. Point. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'exerce sur ma roue pour qu'elle tourne une force comme ça pour la faire tourner, mais je ne vous donne pas tout ça, je vous donne juste l'expression qui est là. Et avec ça, vous allez faire, par rapport à ce que j'ai fait moi la semaine dernière, cette semaine, ce couple de force va intervenir dans la somme du moment, parce qu'en fait, vous avez les moments dont on a discuté la semaine dernière et cette semaine, mais maintenant, il faut rajouter ce couple-là. Par contre, la somme des forces, lorsque je vais faire le bilan des forces, la somme des forces est égale à 0, ça n'intervient pas le couple. Donc voilà du TD numéro 7. Avec ça, ce que j'ai fait, vous pouvez déjà commencer avec les numéro 7. Donc vous avez besoin juste de cette notion-là, et après vous allez voir que vous allez refaire à peu près ce que j'ai fait en cours. Bien sûr, avec des. C'est-à-dire, ça ne va pas être tout à fait nouveau ce que vous avez fait en TD7. OK? Donc la notation change, mais voilà. Donc TD, hop, on a appelé ça oméga. C'est ce que je viens de vous raconter. Donc c'est un vecteur, c'est le couple de force, on appelle ça, on exerce un couple. On dit même un couple, on enlève parfois dans le langage force. On exerce un couple oméga sur la roue pour la faire tourner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que je vous raconte ici. D'accord? C'est ni plus ni moins que ça. OK. Donc bon, voilà, je retourne, il faut exercer un couple de force, et on donne le couple qui agit sur la roue, de voiture, de vélo, j'en sais rien. Bien. Alors, je vais effacer ça. Alors, il y a quelque chose qu'on ne va pas faire cette année, mais qu'on aurait pu le faire aussi, vous voyez. Il y a un couple de force comme ce que vous voyez ici, mais il y a autre chose. Imaginez que vous avez une tige, ici, ça, en noir, c'est une tige, que j'accroche à un fil métallique, par exemple, en vert, là, il est un peu vert ce fil métallique, ou un fil de torsion. Et je l'accroche au centre parfait, et je laisse, je ne touche plus. À un moment, il va stabiliser la tige dans une position que j'appelle la position d'équilibre, qui est celle-là, position de repos de la barre. Donc là, c'est une tige ou une barre, accrochée à un fil, et là, elle se positionne comme ça, je ne touche plus. Je vais venir et je vais faire tourner une rotation de θ. Alors, si vous faites ça, vous allez tordre aussi le fil. Et donc, en fait, le fil, et si vous lâchez, le fil va exercer un couple de force pour la ramener à la position d'équilibre. Et donc, le couple, le moment de ce couple par l'axe delta, alors là, c'est le moment de couple de force, c'est ce que je viens de vous dire. Alors, par rapport à un axe, il faut que je multiplie par le vecteur unitaire. Et dans le cas ici, de cet axe delta autour duquel je fais la rotation, le moment de ce couple de force, qu'on appelle couple de torsion, pourquoi? Parce qu'on a tordu le fil et je lui donne l'énergie qui va me redonner pour que ça revienne à l'équilibre. Le moment par rapport à l'axe de rotation, on l'écrit et on tombe égal à moins. Pourquoi moins? Parce qu'en fait, c'est un couple qui va rappeler la tige à sa position d'équilibre. C'est une sorte de couple de rappel. Moins K fois l'angle θ de la rotation ici. Donc voilà, avec cette expression-là, le moment par rapport
à l'axe de rotation du couple de force par rapport à delta, c'est égal à moins k fois θ. Avec ça, on pourrait faire aussi un TD et faire des choses intéressantes, mais bon, on n'a pas le temps, donc on ne le ferait pas, mais voilà, je vous donne l'expression. Une fois qu'on a l'expression du couple de force, du couple de torsion, pardon, parce que ça, c'est une torsion dans ce cas-là, on peut faire aussi pas mal de choses avec cette notion-là. Une fois qu'on a cette relation qui est simple, on peut faire aussi des exercices. Voilà, je voulais passer un peu de temps sur cette notion-là parce que c'est le TD7, que vous allez coupler ce qu'on a fait ensemble. D'accord. Bien, principe fondamental de la dynamique. Alors, principe fondamental de la dynamique, on l'a vu pour le point matériel. Alors, maintenant que ce n'est pas un point matériel, comment on peut l'énoncer pour un solide indéformable? Donc, ce principe il correspond, comme c'est ce qui est marqué ici, à la généralisation de la loi de Newton pour un système matériel possédant une dimension. Donc, pour le point matériel, on l'a vu la dernière, maintenant on va le généraliser. La généralisation, c'est ce que vous avez ici sur les yeux. Ça consiste à dire que le torseur des actions, des efforts extérieurs, le torseur des actions aussi, parfois on l'appelle comme ça, un torseur des forces ou des efforts extérieurs au torseur des actions, qu'on a déjà vu, en un point O est égal au torseur dynamique qu'on a vu le dernier cours. Alors, le torseur des actions, c'est l'ensemble des forces extérieures qui s'appuient sur solide, et le moment des forces extérieures. En un point O, le principe fondamental, le PFD maintenant, ça consiste à dire que ce torseur-là est égal au torseur dynamique qu'on a vu. Alors, égalité des torseurs, ça veut dire que la résultante est égale à cette résultante-là, et le moment égale à ce moment-là. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire que la somme des forces extérieures est égale à la résultante dynamique qui est intégrale sur tout le solide des accélérations à mdr. Alors maintenant, si je fais, c'est ce qu'on a déjà utilisé dans mon exemple et que je vous démontre ici, la résultante D, c'est l'intégrale d'AMDM, et cette intégrale-là, c'est la dérivée de la quantité de mouvement total. La quantité de mouvement total, c'est m fois Vg, si je dérive, c'est m fois H. Donc le principe fondamental de la dynamique me dit que la somme des forces extérieures est égale à cette intégrale-là, et on a déjà calculé, cette intégrale-là, c'est la masse fois l'accélération du centre d'inertie. Mais il n'y a pas que ça dans le principe fondamental. Il y a aussi le moment des forces extérieures doit être égal au moment dynamique, ce que vous avez ici. Donc voilà comment maintenant on énonce, on généralise le PFD qu'on connaissait pour le point matériel, on le généralise pour un solide. La première relation nous donne ceci, que la force extérieure, la somme des forces extérieures, toutes les forces que je note Fe, en fait, c'est la résultante des forces extérieures, est égale à la masse fois l'accélération du centre d'inertie. Et la deuxième relation, c'est le moment des forces extérieures est égal au moment dynamique. Donc il y a deux relations maintenant. Donc voilà, maintenant le principe est énoncé. Ben, on va l'utiliser dans le dernier cours que je vais vous envoyer aussi pour le week-end. D'accord. Donc vous voyez ça, je l'ai utilisé dans mon exemple. Mais d'où ça vient? Ben, il vient du principe fondamental de la dynamique généralisé au solide, indéformable. Et voilà, donc on a vu ça, et ça on va le voir aussi par la suite. Donc le principe, il dit que le moment dynamique, en un point O égale au moment, en un point O des forces extérieures. Voilà. Alors, donc la première, c'est celle-là, la deuxième, c'est ce que je viens de vous dire. Et c'est là que vous pouvez faire des exercices déjà. Je ne veux pas le faire aujourd'hui parce que je vois que l'heure avance et je n'ai pas envie de le faire aujourd'hui parce que sinon je m'arrêterai là. Mais voilà, pour ceux qui veulent faire des exercices, première chose, montrer que le moment dynamique, ça je ne vais pas ici, le moment dynamique en un point O est égal à la dérivée du moment cinétique en un point O. O, c'est le point du repère, je ne sais pas si j'ai un repère ici. O, c'est le point, l'origine d'un repère fixe galiléen. Voilà, je vous ferai ça un point, ne vous inquiétez pas, je ferai la démonstration la semaine prochaine. Aujourd'hui, je ne la ferai pas. Donc, montrer que delta O est égal à la dérivée de sigma O sur D de T. Et donc, la dérivée du moment cinétique est égale au moment dynamique, et O étant l'origine d'un repère galiléen. Alors maintenant, une fois que j'ai écrit ça,
ce que vous pouvez montrer aussi, un exercice de calcul vectoriel, je vais le faire, je vais corriger, c'est juste pour, si vous voulez faire le calcul vectoriel, que cette relation moment dynamique égale la dérivée du moment cinétique pour un point O qui est un point d'origine d'un référentiel galiléen, en fait, je peux l'écrire pour n'importe quel point A fixe. Si j'ai un point A fixe dans un repère galiléen, vous voyez, c'est marqué là, pour un point A fixe, le moment des forces extérieures est égal au moment dynamique en A, alors ça, il faut que je le rajoute, est égal à la dérivée, c'est ici en fait. Le moment des forces extérieures est égal à delta A, ça c'est le principe qui est là, est égal surtout, il faut montrer que delta, le moment dynamique en A est égal à la dérivée du moment cinétique en A, pour un point fixe. Donc, vous voyez, la dérivée du moment cinétique est égale au moment des forces. Ça vous rappelle quelque chose? Ça vous rappelle quoi? Ça me rappelle ce que j'ai fait, que je n'ai pas justifié. L'exercice, moment dérivé du moment cinétique égale au moment des forces, le cylindre qui roule sur un point incliné. Et donc ça, vous voyez qu'il faut que pour un point fixe A du repère galiléen. D'accord? Et alors, ce qu'on va montrer aussi la semaine dernière, c'est que c'est ça que j'ai rajouté par rapport à ce que vous avez. Cette slide-là, je vais rajouter, mais je vais le démontrer dans le prochain cours. Si l'on choisit le centre d'énergie G comme point A, en fait, cette relation-là, parce qu'on a dit A est fixe, mais maintenant, si je prends G, et G, ce n'est pas fixe. Si l'on choisit, vous voyez, le centre d'énergie G comme point A, la condition A point fixe, cette condition qui est en rouge, n'est plus nécessaire. Et en fait, je peux toujours écrire cette relation-là, même si G n'est pas fixe, le cas de l'exercice du roulement du cylindre. Donc ça, ces trois relations-là, montrer que delta O est égal à delta sigma O sur delta, ça c'est évident. Montrer que pour un point fixe, n'importe quel point A fixe, peu importe, même si ce n'est pas l'origine du repère galiléen, je vais avoir la même relation. dd sigma égale à delta A égale à la moment des forces. Et montrer que si je considère le point G, qui est un point particulier, le centre d'inertie, la condition fixe n'est plus nécessaire. Je peux toujours. Le moment des forces est égal à la dérivée du moment cinétique, ce qu'on a déjà utilisé pour le cylindre. Vous voyez, là, c'est là. Ça, c'est les. Vous voyez, là, on a parlé de la première ligne, là, on est en train de parler de la deuxième. Et voilà la deuxième, ce qu'il nous dit. Vous pouvez toujours écrire que le moment des forces est égal à la dérivée du moment cinétique pour un point A fixe. Si vous prenez un point A quelconque, il faut qu'il soit fixe. Et maintenant, si vous prenez le point A et qu'en mettant le centre d'inertie, il n'a plus besoin d'être fixe. Cette relation-là reste valable pour G, même s'il n'est pas fixe. Donc voilà, si vous voulez faire un peu de calcul vectoriel, démontrez-moi 1, 2, 3. Démontrez-moi cette relation-là. Alors, c'est la relation de Schall que vous avez utilisée et la définition du moment d'inertie. Donc, je vais le faire la semaine prochaine. Voilà un exercice. Si on avait le temps, j'aurais pu le faire en TD. Par exemple, un premier exercice TD, montrer ces relations-là. Que je ferai avec vous la semaine prochaine. Alors, je vois que ça se déconnecte alors qu'on est 11h20. Normalement, j'ai le temps encore pour avancer. Je vais le faire au moins pour ces 2 slides. Il me reste 3 slides. Alors, 51 connexions. Donc, j'ai encore le temps avec les 51 connexions pour travailler. Alors, la puissance. Alors, je reviens à ce qu'on a fait la dernière. Un point matériel de masse petit m, de vitesse Vm, ce que vous voyez ici. Point matériel, vitesse Vm. D'abord, point matériel. La puissance d'une force F appliquée à un point matériel de vitesse Vm, c'est tout simplement le produit scalaire de la force fois la vitesse. La puissance, on dit, c'est le watt. Le watt, c'est du joule par seconde. Alors, le travail élémentaire, c'est tout simplement la force. C'est tout simplement dW, c'est la puissance pendant un temps dt. Donc, c'est dW, c'est le travail élémentaire. Donc, j'ai réécrit pour le point matériel, la puissance, il est là. Je multiplie par dt et je me rends compte que Vm dt, c'est d de Rm, parce que la vitesse, c'est la dérivée de Rm par rapport au temps. Donc, dW, c'est la force fois d de Rm en un temps t.
Alors, le travail total, bah, il suffit que j'intègre le travail élémentaire entre deux temps, T0 et T1. Si je regarde le travail entre l'instant T0 et T1, bah, j'intègre. Donc, voilà, c'est tout. Maintenant, ce que j'ai fait là, c'est pour vous rappeler la définition de la puissance d'une force appliquée à un point matériel. Bah, maintenant, on généralise. Alors, la puissance, si maintenant j'ai un solide indéformable, bah, je généralise. Bah, je généralise comment? Bah, cette fois-ci, bah, la force va être appliquée pas à un point M, mais à un élément de volume D de V, à une masse D de M. Donc, je l'appelle D de F, cette fois-ci, la force qui est appliquée à D de F. Donc, je généralise en disant, bah, c'est la même expression. C'est tout simplement, pour un point M, de masse D de M, j'ai une force D de F. D'accord. Et donc, si je prends un point M de solide, j'ai un autre point A de solide, ce sont deux points de solide, parce que le solide étant indéformable, la vitesse euh, la vitesse euh, la vitesse du point M, bah, je peux l'écrire en fonction d'un autre point A qui est fixe, des solides aussi. Et j'intègre sur le solide, dans ce cas-là, j'intègre sur le point M. Donc je fixe un point A et j'intègre sur le point M. Donc en fait, j'applique ma barre, vous voyez, la relation des torseurs, V de M égale à V de A plus MA vectoriel oméga rotation. Bon, je développe, donc j'intègre sur le solide, donc j'intègre sur M, sur D de M en fait, D de F, qui agit sur le point M. Donc du coup, le V de A, je sors de l'intégrale, donc c'est V de A scalaire D de F, plus D de F scalaire, ce qui reste. Donc V de A scalaire D de F, l'intégrale de toutes les forces sur tous les éléments de D de M, bah, c'est la force totale qui agit, la force extérieure, D de F. Et il me reste l'intégration solide de oméga, de ça, D de F scalaire MA vectoriel oméga, en fait, je développe ici. Cette relation vectorielle, c'est la même chose que celle-là. Et oméga, donc lui, c'est un vecteur rotation qui s'applique au solide, donc je le sors de l'intégrale. Il est là. L'intégration solide de MADF. Bah, d'accord. Donc oméga, l'intégrale de MADF. Alors ça, il y a une relation, je pense qu'il y a une faute de style que je corrigerai pas la prochaine fois. Donc ça, c'est le moment du force extérieure. Ça, c'est le moment en A des fonctions. En fait, c'est A1 vectoriel df. Ici, je corrigerai. Là, c'est A1 vectoriel df. Je peux dire. Non, il ne veut pas corriger. Alors, et où est-ce qu'il est mon partagé? Voilà, c'est ça. Ah, pourquoi il ne veut pas faire ça? Voilà, en fait, ce que je disais, je suis où là? Voilà, donc en fait, ici, c'est AM vectoriel df, et là, c'est AM, je corrigerai pour la prochaine fois. Donc, vous corrigez déjà. Et donc, vous faites AM vectoriel df, l'intégration solide, c'est tout simplement le moment au point A du face extérieur, l'ensemble du face extérieur. Bref, si je regardais bien le développement de la puissance, je vais avoir V en A scalaire FE plus oméga scalaire le moment des FE. En fait, VA et oméga sont les deux composantes des torseurs cinématiques. FE et le moment des forces extérieures sont les deux composantes des torseurs. Ça, c'est la résultante des forces extérieures. Et ça, c'est le moment des forces extérieures. Et donc, ce qui est là, c'est tout simplement le produit scalaire des torseurs cinématiques par le torseur force extérieure. Je reviens en corrigeant les petites choses ici la prochaine fois à ce cours-ci. D'accord, donc on se voit le dernier cours la semaine prochaine. Entre-temps, je vous envoie le dernier cours déjà et les exercices qu'on m'avait demandé de faire. Vous pouvez déjà commencer par démontrer cette relation vectorielle que je ferai avec vous la semaine prochaine.
Bon, est-ce que vous avez des questions? Ok, donc vous n'avez pas de questions. Donc, bonne fin de semaine. Je vous envoie ce qu'on a dit ensemble et je vous envoie le dernier cours avec les exemples qu'on va traiter ensemble. Bonne journée et à la semaine prochaine.